Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on décortique une réalité vraiment glaçante, celle mise en lumière par le journaliste Claude Hardy dans son enquête coup de poing, La fabrique du malheur. C'est un plongeon sans filtre, purement factuel, dans les rouages de l'aide sociale à l'enfance en France. L'idée de ce décryptage, c'est de comprendre comment une immense machine d'État théoriquement conçue pour protéger finit parfois par broyer ce qu'elle est censée sauver. Pour bien réaliser l'ampleur du phénomène, il faut garder ce chiffre en tête. 377 000. C'est monumental. C'est littéralement le nombre de mineurs pris en charge par ce qu'on appelle communément l'ASE. Il n'y a qu'à imaginer, ça représente la population d'une métropole française entière, uniquement composée d'enfants et d'ados hyper vulnérables. C'est pas rien du tout. Et forcément, une telle machine a un coût. On parle d'un budget annuel qui frôle les 10 milliards d'euros. 10 milliards. C'est une enveloppe absolument colossale, et qui d'ailleurs ne cesse de gonfler. Mais le vrai paradoxe dans tout ça, c'est que malgré cette montagne d'argent public, les fondations même du système craquent de partout, et les gamins les plus fragiles passent totalement à travers les mailles du filet. Partie 1. L'aide sociale à l'enfance. Bon, pour comprendre d'où vient cette crise, il faut remonter un peu à la base. L'ASE, c'est un service qui a été décentralisé en 1983, donc géré par les départements. Sur le papier, la mission est magnifique, repérer le danger, protéger les mineurs, mettre en place des aides matérielles. Sauf que dans la vraie vie, l'ASE porte une double casquette assez lourde. Elle dépend à la fois de l'administration départementale et des décisions judiciaires des juges pour enfants. Et ça crée un imbroglio bureaucratique d'une complexité folle. Concrètement, sur le territoire, ça donne quoi ? Eh bien, ça ressemble à une sorte de toile d'araignée géante et hyper diversifiée. On a des foyers de l'enfance pour gérer l'urgence, des pouponnières spécialisées pour les tout-petits, ou encore des maisons d'enfants à caractère social. Pour faire tourner cette usine au quotidien, c'est des centaines de milliers de travailleurs sociaux, d'éducateurs et de familles d'accueil qui sont mobilisés. Partie 2. Un système en surchauffe. Alors, qu'est-ce qui se passe quand cette énorme machine commence à dérailler ? On assiste parfois à des bras de fer institutionnels hallucinants. Preuve en est cette déclaration glaçante d'un cadre de l'ACES à Nantes. En gros, il refuse purement et simplement d'appliquer la décision d'un juge. Conséquence de ce blocage, une petite fille de 3 ans s'est retrouvée illégalement privée de sa mère pour Noël. C'est quand même dingue. Ça montre à quel point l'administration, dans certains cas, s'arroge une sorte de toute-puissance, au-dessus même de la justice. Et quand le système fait un vrai burn-out, les angles morts qui se créent sont tout simplement dévastateurs. L'exemple de ce poney club dans le Maine-et-Loire illustre parfaitement le problème. Un éducateur a pu abuser et humilier des adolescents placés sous sa garde. Comment une horreur pareille est possible ? Par l'absence totale de contrôle de base. Aucune inspection d'hygiène, aucun suivi sérieux de la part de l'ASE, les pires abus peuvent s'installer confortablement sans que personne ne vienne rien vérifier. Partie 3. Le gouffre politique. Mais attention, ces ratés dramatiques sur le terrain ne sortent pas de nulle part. Ils sont le reflet très direct d'une instabilité chronique tout en haut de l'État. C'est simple, regardons la chronologie. Entre 2012 et 2024, on a vu défiler pas moins de 8 ministres ou secrétaires d'État. 8 en seulement 12 ans. Ce jeu des chaises musicales paralyse absolument tout. À chaque fois qu'un nouveau ministre débarque, il doit se replonger dans des dossiers d'une lourdeur infinie. Et pendant ce temps-là, des réformes vitales qui pourraient sauver des vies prennent la poussière. Et le décalage entre la théorie politique et la réalité du terrain, il est parfois fatal. Prenons la fameuse loi Taquet de 2022. L'idée était d'interdire, pour des raisons évidentes de sécurité, de placer des ados de moins de 15 ans seuls à l'hôtel. Super sur le papier. Sauf que le décret d'application a mis 2 ans à sortir. Et le résultat de cette lenteur administrative, 5 mineurs isolés de moins de 15 ans se sont suicidés dans leur chambre d'hôtel, totalement livrés à eux-mêmes. Partie 4. Des conséquences sanitaires graves. Si on laisse l'impasse politique de côté un instant, il y a un autre constat qui donne la chair de poule. C'est la crise de santé publique qui en découle. Un rapport dirigé par Emmanuel Severino met en lumière un paradoxe complètement aberrant. Ces enfants, théoriquement protégés par l'État, ont en fait 5 fois plus de risques de développer des troubles de la santé mentale. Et le plus glaçant, c'est qu'on parle d'une perte d'espérance de vie qui peut aller jusqu'à 20 ans. 20 ans de moins par rapport au reste de la population. Et d'un point de vue macroéconomique et sociétal, l'échec est tout aussi brutal. Aujourd'hui, on estime que 26% des personnes sans domicile fixe, donc plus d'un quart de la population à la rue, sont d'anciens enfants placés par l'aide sociale à l'enfance. C'est la preuve implacable que les failles béantes de ce système de protection fabriquent littéralement l'exclusion sociale de demain. D'ailleurs, la médecine le prouve.
Comme l'explique très bien la professeure Céline Gréco, les violences subies pendant l'enfance modifient la biologie même du corps humain. L'impact n'est pas que dans la tête, il détruit le corps. Chez les anciens de la SAE, on observe 2 fois plus de cancers, 2 fois plus de maladies cardiovasculaires et jusqu'à 37 fois plus de tentatives de suicide. C'est une condamnation à vie qui, accessoirement, coûte aussi des milliards d'euros à l'État en frais médicaux sur le long terme. Et derrière ces statistiques très cliniques, il y a des vies brisées. Comme celle d'Awa. C'était une jeune fille de 15 ans, isolée, qui est morte toute seule un jour de Noël. Elle a été retrouvée dans un appartement fourni par les services sociaux, juste après avoir été triballée d'hôtel en hôtel à Nîmes. Sa mort, tellement solitaire et tragique, c'est le symbole absolu de l'échec total de ces solutions d'hébergement illégales et non sécurisées. Partie 5. La tragédie de Malakai. Le point de rupture de ce système, il est atteint quand de véritables signaux de détresse sont purement et simplement ignorés. L'histoire du petit Malakai, un garçon de 7 ans à la Seine-sur-Mer, est juste insoutenable. Sa crèche avait pourtant donné l'alerte, les signaux étaient là, mais ils se sont perdus dans le vide intersidéral de l'administration. Le 9 octobre, le compagnon de sa mère lui fracture le bassin. S'ensuivent 3 jours de pure agonie, sans aucune intervention de personne, et le 12 octobre, il meurt d'un dernier coup. Et là, on touche vraiment le fond. Le plus effrayant dans cette affaire, c'est de voir comment l'absence de l'État laisse toute la place à la loi du silence. Pendant que ce petit garçon gisait sans vie, le suspect a eu largement le temps de fuir. Et de son côté, la famille a carrément organisé un conseil clandestin pour dissimuler l'assassinat. Les violences intrafamiliales peuvent continuer en toute impunité quand l'institution est aux abonnés absents. Il faut savoir qu'en langue Haoussa, Malakai, ça se traduit par ange. Et ça nous ramène inévitablement à cette citation magnifique de Michel-Ange. C'est un rappel solennel et douloureux. Ces enfants sont d'une fragilité extrême. L'institution était censée être cet artiste qui sculpte un avenir sûr autour d'eux. Au lieu de ça, elle les laisse parfois totalement emmurés dans l'indifférence et la violence. Tous les dysfonctionnements dont on vient de parler, toutes ces réalités effarantes, sont documentés de manière implacable dans l'enquête de Claude Hardy. Son travail cartographie très objectivement le gouffre monumental qu'il y a entre les grandes intentions politiques de protection et les tragédies absolues qui se jouent quotidiennement sur le terrain. Alors, au final, après avoir digéré ces chiffres vertigineux et ces drames humains, on est en droit de se poser une question fondamentale. Qu'est-ce qui arrive à l'âme même d'une société quand elle en vient à traiter ses gamins les plus vulnérables comme de simples dossiers administratifs ? C'est le vrai prix de l'indifférence systémique. Et honnêtement, c'est une question qui devrait tous nous empêcher de dormir.